Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vox Africa, je suis Fanny Wegscheider. L'actualité africaine de ce mercredi 25 mai, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre journal de cette mi-journée en Afrique de l'Ouest. Depuis hier, mardi 24 mai et ce 25 mai encore, le Togo organise la première édition de la Semaine de l'intégration africaine. À travers cet événement, les autorités togolaises ambitionnent de faire connaître l'Union africaine, son rôle ainsi que ses actions dans le développement du continent. La Semaine de l'intégration africaine vise aussi à créer un cadre temporel dans lequel les communautés étrangères installées au Togo se retrouvent, se découvrent et fraternisent. Autre objectif affiché de la semaine, permettre aux communautés étrangères de mieux connaître les lois et les populations togolaises, mais aussi d'être sensibilisées sur les avantages d'une intégration réussie et des opportunités d'affaires dans le pays. Robert Dussey, le ministre togolais des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine, nous donne les contours de cette semaine de l'intégration africaine. Il répond au micro de Noël Tadénion, notre correspondant au Togo. L'intégration africaine, il faut le reconnaître, rencontre des difficultés, des multiples défis, notamment en matière énergétique, de sécurité, de libre circulation, d'éradication de la pauvreté, d'accès aux soins de santé de qualité, en matière de nouvelles technologies et de manque de ressources financières. Face à ces défis, nous saluons les mesures prises par la Commission de l'Union africaine pour accélérer l'intégration régionale, notamment la reconnaissance de 8 communautés économiques régionales, l'élaboration et l'adoption de la Charte africaine de la statistique, l'adoption des textes fondateurs de la Banque africaine d'investissement, l'adoption d'un plan d'action pour stimuler le commerce intra-africain ainsi que d'une feuille de route pour accélérer la mise en place d'une zone de libre-échange sur le continent. Difficile mise en œuvre en République centrafricaine du processus désarmement, démobilisation, réinsertion, rapatriement. Le président Faustin Archange Touadéra reçoit depuis plusieurs semaines déjà les représentants des groupes armés pour discuter de la concrétisation de ce DDRR. Le chef de l'État a ainsi expliqué à chacune des anciennes milices que ce processus serait géré par une structure au sein de laquelle ces groupes seront regroupés. Problème pour les ex-Séléka, cette représentativité représente un blocage envers les nouvelles autorités. Mécontent, la plupart des branches de ces ex-Séléka a même déclaré envisager une réunification de leur principale mouvance en une seule chaîne de commandement. À l'origine des griefs des anciens miliciens de la Séléka, représentés par l'UPC d'Ali Darassa, par le FPRC de Nourdine Adam, le RPRC de Joseph Zoudenko, ainsi que le MPC de Mamat Al-Khatim, il y a le fait qu'aucun ex-Séléka ne soit représenté au gouvernement ou encore dans le tout nouveau cabinet présidentiel. La situation se décante en revanche entre le Sénégal et la Gambie. Après 3 mois de blocage, la frontière entre les deux pays ouest-africains a rouvert depuis mardi matin. Ce geste marque une première étape dans le réchauffement des relations entre le Sénégal et la Gambie. Pour rappel, la crise entre les deux pays voisins est née de l'augmentation des droits de passage pour les transporteurs sénégalais, réclamés un temps par le président de la Gambie, Yaya Jammeh. Pour autant, les négociations sont encore loin d'être terminées pour mettre un point final aux tensions. Parmi les désaccords qui persistent, il y a notamment des accords économiques, un accord de pêche, la coopération policière et judiciaire ou encore le calendrier de construction d'un pont sénégalo-gambien. Les discussions doivent normalement se tenir d'ici fin juillet. Pour le moment, en tout cas, aucune information sur le fait qu'il y ait eu ou non un accord entre Dakar et Banjul concernant cette réouverture de la frontière. À l'extrémité australe du continent à présent, des violentes émeutes ont éclaté depuis lundi près de Pretoria. À l'origine de ces heurts qui sont poursuivis hier mardi encore au nord de la capitale sud-africaine, le décès de 2 personnes d'une agence de démolition privée, les Red Ants, qui ont trouvé la mort alors qu'ils détruisaient des bâtiments construits illégalement dans un bidonville. Les témoignages de quelques habitants victimes de ces émeutes.
Ils ont commencé à tout détruire et c'est pour ça que les gens se sont mis en colère et qu'ils ont commencé à se battre. Quand les Red Ants sont venus, les policiers étaient là. Ils ont tiré au hasard. Je vous le dis, ils ont tiré sur les gens au hasard. Tout le monde a eu peur. On a couru pour se sauver. Les Red Ants ont détruit nos maisons. Je les ai arrêtés hier, ils ne nous ont pas vus. Je leur ai dit que je voulais prendre mes affaires. Ils ont tout cassé, toutes les fenêtres, les meubles, ils ont tout pris. Comment sortir l'économie nigériane du marasme? C'est la question à laquelle tente de répondre la Banque centrale du pays. L'institution bancaire a annoncé hier en conférence de presse qu'elle introduirait pour commencer plus de flexibilité dans le marché des changes. Une première mesure donc censée enrayer la pénurie qui a récemment affecté les investissements dans le pays et généré les mauvais résultats économiques du premier trimestre 2016 et qui a aussi initié une raréfaction du pétrole au Nigeria. Je vous propose d'écouter le détail des actions mises en œuvre par la Banque centrale nigériane afin de maintenir l'économie nationale. Le MPC a voté à l'unanimité l'adoption d'un taux de change flexible afin d'avoir le contrôle sur les propriétés de l'ajustement automatique du taux de change. Par conséquent, tous les 9 membres ont voté pour introduire un peu de flexibilité dans la gestion du taux de change. Toutefois, la banque gardera une petite fenêtre d'action en cas de transaction critique. Afin de stopper la tendance, la Banque centrale va continuer de déployer tous les outils en son pouvoir dans l'espoir de maintenir l'économie à flot. Toutes ces actions sont néanmoins insuffisantes pour éviter totalement la contraction économique. Les conditions ayant mené à la contraction du premier trimestre de 2016 n'étant toujours pas résolues, la récession signalée dès juillet 2015 apparaît désormais imminente. La défense de la liberté au Zimbabwe est désormais incarnée sur les réseaux sociaux. Le hashtag #ThisFlag est le point de départ d'un mouvement lancé récemment par le prêtre Evan Mawarire. Monsieur Mawarire est devenu l'étendard d'une génération qui en a assez de la corruption et de la pauvreté grâce à une vidéo qu'il a postée sur Internet. Et même s'il ne veut pas d'une révolution comme ont pu en connaître certains pays arabes ces dernières années, eh bien l'homme d'église souhaite que les gens dans son pays puissent s'exprimer librement. Explication. C'est comme ça que ça a commencé. J'ai enregistré une petite vidéo et je l'ai simplement partagée avec mes amis. Je voulais simplement montrer ma frustration envers ce que représente le drapeau du Zimbabwe et l'état du pays. Et je me plaignais de la différence entre ce que représente symboliquement le pays pour moi et ce qu'il est réellement. J'ai peur, oui, d'être blessé ou enlevé ou quelque chose comme ça. Mais je pense que ce que j'essaye de montrer en partie, c'est que les gens ne doivent pas se contenter de ne rien dire. Il faut dire quelque chose, il faut parler. C'est notre droit constitutionnel, notre droit démocratique. N'ayons pas peur. L'espoir qu'ont beaucoup de gens, c'est l'arrivée de l'équivalent d'un printemps arabe. Tout le monde nourrit cet élan, même les gens avec de moins bonnes intentions et qui disent « descendons dans la rue, descendons dans la rue, descendons dans la rue ». Non, surtout pas. Nous devons être conscients du fait que notre gouvernement est passé maître dans l'art de s'occuper des manifestants, donc il ne faut même pas y penser, où les gens vont être blessés. Et retour en Afrique du Sud pour clore ce journal. Afrique du Sud où l'activité minière est très présente, vous le savez. Beaucoup de mineurs rêvent d'intégrer l'unité d'élite des services sud-africains de secours des mines. Les membres de la MRS interviennent dans les gisements les plus profonds du monde pour éteindre des incendies ou encore secourir des mineurs bloqués. Mais pour rejoindre cette prestigieuse confrérie, eh bien, les aspirants doivent faire preuve d'une discipline quasi militaire et d'une endurance à toute épreuve. Quel est son niveau d'oxygène ? 48, capitaine. Ok, il a encore assez d'oxygène. Il ne s'agit que d'un exercice, mais les enjeux sont réels. Ces hommes s'entraînent à devenir des sauveteurs en mine. L'un d'entre eux n'a pas supporté l'épreuve de claustrophobie, avancé dans un tuyau étroit avec 15 kilos d'équipement sur le dos, attaché aux autres volontaires. Pour lui, c'est fini. Les mineurs qui échouent à l'un des tests ne peuvent plus jamais se représenter à l'unité d'élite des services sud-africains de secours des mines. Le premier jour, c'est les épreuves physiques, c'est le plus dur. Et le deuxième jour, avec la claustrophobie, on perd 2 gars en général. Donc au final, sur une classe de 12, si on arrive à garder 7 membres, c'est un bon résultat. Ces pompiers souterrains devront être capables de secourir des mineurs bloqués ou de lutter contre des incendies sous terre.
Ils doivent prouver leur endurance physique extrême et surtout leur esprit d'équipe. Capitaine, tu ne communiques pas assez. Une fois les tests passés, chaque nouveau membre est coopté par l'une des dizaines d'équipes mobilisables dans le pays en cas d'accident. Et pour les aspirants, la principale motivation, c'est d'appartenir à cette fraternité. Même si vous avez peur, vous ne pouvez pas le montrer. Vous devez continuer à discuter avec les autres gars, faire en sorte qu'ils communiquent avec vous, vérifier qu'ils vont bien et avancer coûte que coûte. C'est une fraternité comme dans une famille. Si vous êtes dans une situation difficile, vos camarades peuvent vous aider à vous en sortir. L'économie sud-africaine s'est bâtie au XXe siècle sur les mines d'or, de charbon et de diamants. En 2015, 77 mineurs ont perdu leur vie, contre plusieurs centaines par an dans les années 90. Mais les services de secours sont de plus en plus souvent appelés à intervenir dans des mines désaffectées, exploitées illégalement. Aujourd'hui, nous passons plus de temps à tenter de sauver des vies dans les mines illégales que dans les mines normales. C'est vraiment un problème majeur. Quand nous y allons, les conditions sont extrêmement dangereuses. C'est très difficile d'y intervenir en termes d'infrastructures. Depuis sa création il y a près d'un siècle, l'organisation a perdu 37 hommes dans l'exercice de leurs fonctions. Elle a aussi permis de ramener à la surface des milliers de personnes. Mais les mines sud-africaines comptent parmi les plus profondes au monde et parfois les sauveteurs ne peuvent faire remonter que des corps. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash de ce mercredi 25 mai. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain avec grand plaisir, jeudi, pour votre point quotidien sur l'actualité. En attendant, passez une excellente journée sur Vox Africa.